Il y a 11 ans jour pour jour, le 20 février 2014, une fusillade dans le centre de Kiev faisait des dizaines de morts et concluait dans le sang la révolution de la dignité que l'on connaît aussi sous les noms de Maïdan ou Euromaïdan. Il y a 11 ans jour pour jour, le 20 février 2014, Vladimir Poutine lançait son opération spéciale pour annexer la péninsule de Crimée. C'était le début de la guerre non déclarée de la Russie contre l'Ukraine. Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette vidéo où je voudrais rappeler les bases de ce conflit entre Moscou et Kiev, puisque au vu des changements politiques à Washington et du glissement du récit, du narratif sur cette guerre, il faut reposer les bases. Ces prochains jours, l'espace médiatique va être rempli par des commémorations sur les 3 ans de l'invasion, donc le 24 février 2022. Mais cette guerre, elle a bel et bien commencé il y a 11 ans, en 2014. Le 20 février de cette année, la révolution s'achevait dans le sang avec cette fusillade sur la rue Institutska, donc qui part de Maïdan Nezalezhnosti, dans le centre de Kiev. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec certitude, c'était la culmination de plusieurs jours d'intenses affrontements entre les révolutionnaires et les forces de l'ordre. Et ce 20 février au matin, il y avait eu des échanges de tirs des deux côtés, mais l'essentiel des tueries a été le fait de tireurs d'élite qui étaient déployés dans des zones contrôlées par les forces gouvernementales. On ne connaît ni leur identité, ni les raisons ou les modalités de leur déploiement, et les enquêtes sur cette fusillade n'ont pas produit de résultats définitifs, soit parce qu'il était impossible d'obtenir des preuves sur le terrain ou alors de la part de personnes qui avaient quitté l'Ukraine et qui s'étaient pour la plupart réfugiés en Russie, soit que les enquêtes avaient été bâclées par un manque de professionnalisme des enquêteurs, par un manque de moyens et aussi par un manque de soutien politique de la part du ministère de l'Intérieur. Moi, en tant que jeune journaliste basé à Kiev depuis 2011, j'avais passé la plupart de la révolution sur Maïdan. J'avais beaucoup couvert le mouvement et évidemment j'ai beaucoup couvert cette fusillade. Je me rappelle des corps des victimes allongés sur le trottoir, je me rappelle de cette odeur du sang très prégnante dans l'hôtel Ukraina sur Maïdan. J'étais un journaliste alors principalement de presse écrite et de radio. J'avais écrit beaucoup de papiers sur la révolution, mais aussi sur les enquêtes liées à la fusillade qui avaient suivi. Et ça, vous pouvez retrouver l'essentiel de mon travail sur Internet. J'ai aussi compilé un certain nombre de mes articles sur mon site perso, qui est dans la description de cette vidéo. Mais cette fusillade et la victoire de la Révolution, ce n'était pas la fin de l'histoire. Ensuite, tout s'est encore accéléré. Le 22 février, j'étais parmi les premiers groupes de personnes à entrer sur le territoire de la somptueuse propriété de Viktor Yanukovych, qui était devenu un symbole de corruption. Et pendant que les révolutionnaires pensaient leur plaie, que le Parlement destituait Viktor Yanukovych, annulait les lois autoritaires et prévoyait une transition politique, eh bien, on observait une déstabilisation, une contestation qui montait à travers plusieurs régions du centre et de l'est de l'Ukraine, et notamment en Crimée. Et donc le 26 février, j'ai pris l'avion pour Simferopol, la capitale de la péninsule, pour assister à la dernière manifestation des Tatars de Crimée, qui étaient ouvertement pro-ukrainiens et qui faisaient face à un groupe de militants pro-russes. C'était la dernière manifestation publique de ce type en Crimée, puisque le lendemain, le 27 février, on voyait apparaître les premiers petits hommes verts, donc des soldats en armes, aux uniformes banalisés, qui ont pris le contrôle de la péninsule. Évidemment, c'était des soldats russes, mais le Kremlin l'a nié pendant des semaines. C'est pas moins de 20 000 hommes qui ont été déployés à partir du port militaire de Sébastopol pour prendre le contrôle de la Crimée. Et sur des médailles que Vladimir Poutine allait décerner à ces soldats un peu plus tard, eh bien, on a vu apparaître la date de début de cette opération qui était le 20 février 2014. Et c'est comme ça qu'on a compris que Vladimir Poutine n'avait même pas attendu l'issue de la révolution pour lancer son opération d'annexion. Et c'était ça, d'abord et avant tout, l'annexion de la Crimée. C'était l'occupation militaire d'une région, d'un État souverain. Et on connaît la suite, la saisie de toutes les institutions d'État, l'intimidation, la répression et la fuite des quelques voix discordantes qu'il pouvait y avoir en Crimée à l'époque, et un simulacre de référendum organisé en l'espace de 2 semaines. Le 16 mars, le Kremlin se réjouissait des résultats de 95,5% des voix qui s'exprimaient en faveur d'un rattachement à la Russie, et le 18 mars, le Kremlin annexait la péninsule. Je suis pas connu pour être
doctrinaire et comme j'étais basé en Ukraine avant 2014, eh bien j'ai pu constater par moi-même qu'il y avait un fort sentiment pro-russe en Crimée. Et si Vladimir Poutine avait voulu organiser son référendum à la loyale, en coordination avec les autorités locales et ukrainiennes, il y a de fortes chances qu'une majorité se soit exprimée pour rejoindre la Russie. Mais ça, on ne le saura jamais puisque le Kremlin a choisi l'agression d'un pays souverain sans justification préalable. En choisissant l'agression, il a choisi de nier les engagements de la Russie même, puisque le Kremlin avait reconnu la souveraineté et les frontières de l'Ukraine à travers plusieurs traités dans les années 90, et Vladimir Poutine lui-même, en 2008, juste après la guerre de Géorgie, disait clairement que ni la Crimée ni les frontières de l'Ukraine ne pouvaient être des casus belli. Vladimir Poutine a choisi la force contre un voisin qui était déstabilisé par la révolution et qui n'avait aucune position politique, ni pro ni anti-russe. Les nouvelles autorités à Kiev n'avaient émis aucun signal négatif ou hostile vis-à-vis de la Russie. Et en choisissant l'agression et la force, le Kremlin a aussi pratiqué le mensonge. En 2014, on a entendu pendant des semaines « Il n'y a pas de soldats russes en Crimée, il n'y a pas de soldats russes en Crimée, il n'y a pas de soldats russes en Crimée ». Avant que, dans un documentaire en 2015, Vladimir Poutine lui-même, face caméra, reconnaisse que c'est lui qui avait ordonné le déploiement de ces hommes en Crimée et lui qui avait lancé cette opération spéciale. Et cette pratique du mensonge et de la dissimulation, elle va marquer tout le début de la guerre et comme je l'ai dit, elle reste pertinente aujourd'hui puisqu'elle s'est appliquée aux touristes russes, entre guillemets, qui ont participé aux déstabilisations des régions du centre et de l'est de l'Ukraine. Elle s'est appliquée à la naissance et au développement des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Elle a été utilisée pour masquer le déploiement actif de l'armée régulière russe sur les territoires ukrainiens, donc notamment lors des batailles de Ilovaisk et Debaltseve. Évidemment, il faut mentionner le maquillage de l'attaque contre le Boeing MH17 de la Malaysia Airlines. C'était un missile russe qui a abattu l'avion et qui a causé la mort de 298 personnes. Et au cours des 8 années, entre 2014 et 2022, le Kremlin a masqué son engagement dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk et son contrôle effectif de ces entités fantoches. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a fait tomber les masques en menant une invasion à visage découvert et d'une certaine manière, il a simplifié la perception de ce conflit dans le discours public, mais on voit bien que cette pratique de la dissimulation, elle persiste quant aux raisons de cette guerre, quant à la dénomination de cette guerre. Et il n'y a même pas 3 jours, on a encore entendu le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, assurer que la Russie n'avait jamais touché de cible énergétique civile, malgré une avalanche de preuves établissant le contraire. Et cette pratique de la dissimulation et du mensonge, on voit évidemment l'effet que ça a sur un personnage comme Donald Trump. Je veux bien insister, je ne suis pas doctrinaire et je ne suis pas non plus manichéen, et mon traitement de cette guerre depuis 2014, il n'a pas été manichéen. Puisque une fois que les combats ont commencé, les logiques de la guerre se sont imposées, et dans la guerre, rien n'est manichéen, rien n'est blanc ou noir. Et puisque vous suivez ces vidéos, vous avez pu constater que quand l'Ukraine est critiquable, je la critique. Mais cette vidéo aussi, elle est vraiment sur le début de la guerre, elle est sur ce péché originel et elle est pour rappeler cette donnée fondamentale, il y a une victime et un agresseur. Il y a une puissance impérialiste, la Russie, qui veut subjuguer sa voisine, ses voisins et par la force si nécessaire, et il y a une Ukraine qui est sur la défensive pour protéger la vie de ses citoyens, pour protéger son intégrité territoriale, pour protéger sa souveraineté politique et depuis 2022 son existence même. J'ajoute ici 3 idées pour marquer ces 11 ans de guerre. C'est que premièrement, on va sans doute me reprocher de ne pas avoir parlé de l'OTAN. La ligne rouge, tout ça. Mais la question de l'OTAN, elle ne se posait pas pour l'Ukraine en 2014 quand Vladimir Poutine a lancé sa première agression. Personne n'en voulait, ni les Alliés, et ça c'était clair depuis le sommet de Bucarest de 2008, ni les Ukrainiens puisqu'il n'y avait pas de désir, il n'y avait pas de majorité pour adhérer à l'OTAN. Et ce n'est qu'après le début de l'agression russe qu'une part croissante d'Ukrainiens a commencé à rechercher la protection des Occidentaux et évidemment de l'OTAN. Deuxièmement, on l'a vu en 2022, Vladimir Poutine voulait démilitariser l'Ukraine et la rendre neutre géopolitiquement. Mais c'est exactement ce qu'elle était en 2014. À l'époque, l'Ukraine n'avait plus d'armée.
On avait fait un compte rapide lors de l'annexion de la Crimée et il n'y avait que 6000 soldats qui étaient en état de combattre. Et ça, c'était à cause de l'appauvrissement généralisé de l'État, de la corruption, mais aussi des orientations politiques des gouvernements précédents, et surtout parce que l'armée n'était pas du tout une priorité pour l'Ukraine. Le pays que j'ai connu avant 2014 était incroyablement pacifique et pacifiste, et personne n'imaginait une agression sur son territoire, et surtout pas venant de la Russie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une des nombreuses raisons du retard dans la réaction ukrainienne en Crimée et dans le Donbass, c'est parce que ce qui restait de l'armée ukrainienne, eh bien, il était basé à l'ouest du pays. La doctrine militaire héritée de l'URSS faisait que la menace principale, c'était la Roumanie à l'époque. Et donc, il avait fallu un certain temps pour rapatrier ce qui restait de l'armée ukrainienne vers le centre et l'est. En 2014, l'Ukraine était neutre de facto. Son intégration euro-atlantique était extrêmement lente et controversée, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Ukraine. Il n'y avait absolument rien qui allait de soi. Et l'accord d'association qui était au cœur du début de la révolution, eh bien, il n'équivalait pas du tout à une demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'était un accord d'européanisation à visée normative, économique et commerciale qui ne remettait pas du tout en cause les fondamentaux de la relation entre l'Ukraine et la Russie. Et troisièmement, et ça rejoint les deux idées précédentes, c'est que l'Ukraine n'était pas du tout anti-russe en 2014. Elle s'est détachée de la Russie à cause de l'agression de Vladimir Poutine. Le Kremlin, en voulant continuer à arrimer l'Ukraine au monde russe, au Ruski Mir, eh bien, il se l'est aliéné. Et ça, avec toutes les implications que l'on sait, commerciales, énergétiques, industrielles, politiques, culturelles et évidemment linguistiques. Et là, je tiens évidemment à préciser que ce soit en 2014 ou aujourd'hui, il n'y a pas eu et il n'y a pas de persécution des russophones en Ukraine. Et le processus d'ukrainisation, il est lent, progressif, générationnel, complexe. Et s'il s'est accéléré ces dernières années, c'est principalement en réaction aux coups de boutoir de la Russie. On parle toujours librement russe en Ukraine, je suis moi-même à la fois russophone et ukrainophone, mais c'est juste que une immense majorité d'Ukrainiens ne veulent plus pratiquer cette langue. Et si, malgré cet état de fait, vous voulez rester persuadé qu'il y a une persécution des russophones en Ukraine, eh bien je vous invite à aller regarder la persécution des ukrainophones dans les territoires occupés par la Russie en ce moment. Voilà, nous sommes le 20 février 2025, ça fait exactement 11 ans que tous ces processus dont j'ai parlé se sont mis en marche, et quand un certain président américain critique l'Ukraine puisqu'elle aurait pu arrêter la guerre à n'importe quel moment, d'ailleurs elle n'avait même pas à la commencer, eh bien, il faut encore et toujours rappeler les faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.